Bienvenue dans le podcast d'Anne Dolvraz, la cantine numérique brestoise. Dans cet épisode, nous recevons Benjamin Gollon, qui nous présente son travail artistique sur les objets électroniques, hardware et software, qui donne l'occasion d'aborder autrement notre environnement numérique. Du point de vue de son activité de producteur culturel, nous évoquons l'IMOCA, l'Internet of Dead Things Institute et l'école d'été No School Never, qu'il organise à nouveau cette année. Faisant œuvre du détournement, du hacking et du recyclage, il nous parle d'obsolescence, de glitch, de surveillance, mais aussi de systèmes d'exploitation pour Minitel. Bonne écoute. Bienvenue Benjamin Gollon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'inviter. Alors, tu as un profil assez particulier, tu es principalement un artiste, mais tu as aussi des activités qui s'étendent au-delà, ou en tout cas à partir de là, dans des sphères assez différentes, la recherche, l'éducation et aussi la production culturelle. Du coup, on va essayer d'explorer un petit peu tous ces aspects-là. Est-ce qu'il y a un des angles qui pour toi serait plus important qu'un autre, hein? Quelque chose que tu te vis comme une étiquette plus facilement Disons que dans un oui, je des pense aspects? que déjà, merci, ouais, pour l'invitation. Après, ça résume assez bien ce que je fais, c'est-à-dire que je vois pas forcément de séparation entre ces domaines. C'est une même recherche et c'est des mêmes projets. Après, ça se matérialise en expo ou en installation, ou ça se matérialise dans des cours, ou ça se matérialise dans des événements que j'organise. Donc, il y en a pas un qui domine les autres. Après, il y a des périodes où il y a des choses qui dominent plus l'emploi du temps, mais disons que j'essaie toujours d'avoir ces trois choses en même temps. Très bien. Et donc, alors tu es un artiste, mais pas au sens tu fais pas de la peinture académique. Tu vas travailler avec des objets qui nous intéressent plus particulièrement, et en particulier du hardware, du software, et avec lesquels tu vas insister sur la dimension, enfin, parfois tu insistes sur la dimension du jetable, du déchet, tu Mhm. construis une archéologie en fait de ces objets-là, en disant bah non, en fait, on s'en débarrasse, ou parce que on veut toujours la dernière version, on va les oublier, les abandonner lâchement, et en fait toi tu leur redonnes une nouvelle vie, et ça donne en fait le concept quelque part que moi je vois, qui a donné ton pseudonyme, Recyclism, en Mhm. fait. Oui, alors ça démarrait plutôt par une influence, je dirais, liée à la culture du sample et du remix, en fait, qui vient, je pense, du hip-hop notamment, et qui m'a amené à réfléchir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire de sampler des images ou de sampler des fichiers en fait numériques copiables à merci, etc. Et assez vite à me poser des questions de c'est quoi le futur en fait de ces fichiers, qu'est-ce qui va se passer dans 30 ans. Déjà par exemple la flash n'est plus fonctionnelle. D'ailleurs j'ai fait un site à l'époque, donc c'était en 2001, c'était aussi un peu post bug de l'an 2000, donc il y avait un peu cette idée de à un moment on peut tout perdre quoi. Et donc j'ai commencé par faire un site qui permettait de refaire du recyclage de poubelles d'ordinateur où les gens envoyaient les contenus de leurs poubelles et c'était trié comme dans un centre de tri, et après on pouvait télécharger et faire une sorte de peer-to-peer des poubelles quoi. Et donc je me suis commencé à m'intéresser au hardware, mais c'est vrai que le début c'était plus sur voilà une réflexion sur le futur des data quoi, et de la fragilité des fichiers, des formats, donc le glitch, etc. C'est ce qui m'a voilà amené après plus tard à me dire mais tiens et le hardware aussi, l'obsolescence donc du hardware. Et c'était autour des années 2004-2005 où j'ai commencé à faire voilà de l'électronique, et de cette expérience de recyclage d'électronique. J'avais commencé par des manettes de NES que j'avais qu'on connectait les unes aux autres pour faire une sorte d'instrument de musique où chaque manette c'était un instrument d'un groupe quoi. Et de cette expérience, je me suis dit je vais faire des workshops, j'ai envie d'apprendre aux autres comment hacker, détourner l'électronique. Et voilà, c'était un petit peu le point de départ de déjà assez vite. J'étais encore étudiant, de vouloir partager aussi ce que j'avais appris avec voilà une influence de la culture open source. Voilà, j'étais aussi forcément intéressé par les questions de droit, de copyright, etc. Quelle est la valeur d'une poubelle d'ordinateur? Est-ce que ça perd ses droits comme quand on jette quelque chose sur le trottoir?
Donc ou c'était ma quand ça défense. brûle dans les fermes de serveurs. Exactement, exactement. Et donc tu es passé par Dublin, si j'ai bien Ouais. compris, où tu as fondé un Limoca, c'est ça? Alors j'ai fait pas mal de choses à Dublin. Je suis arrivé en Irlande en 2005, je crois, et il y avait malheureusement, alors qu'il y avait toutes les compagnies de la tech du monde là-bas, très peu de choses qui se passaient autour des technologies qui étaient un peu critiques et voilà. Donc en fait, il y avait un événement, enfin une association qui s'appelait DATA, Dublin Art and Technology Association, qui organisait des conférences dans des pubs, donc et qui avait existé avant que j'arrive et qui s'est arrêté parce qu'en fait c'était un Américain qui avait lancé ça et qui est parti. Et du coup avec d'autres on a relancé ce projet. Donc pendant 7 ans j'ai invité des gens d'un peu partout autour de des technologies, de questions d'environnement sociétal, etc. Et à un moment, oui, je me suis retrouvé à créer le musée d'art contemporain d'Irlande avec un ami parce qu'il y avait un musée d'art moderne, mais pas un musée d'art contemporain. Et du coup, on a acheté le nom de domaine, imoca.ie, qu'on a réussi à avoir, ce qui était étonnant, parce que moi, j'étais français et lui américain. Et on a ensuite eu un hangar où on a commencé à faire des choses. Et donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'on avait un site qui était assez crédible. Et du coup, on a eu des prêts du MoMA, on a la DRAC qui a financé des expos, parce qu'ils étaient persuadés que... après, c'était vraiment un musée, on faisait pas semblant, Mmh. mais disons qu'on n'était pas le musée institutionnel classique, quoi. Oui, vous avez pas forcément la légitimité au départ, mais vous avez Pas- réussi à la hacker un petit peu. C'est ça, c'était du hacking, on va dire social ou voilà, socioculturel. Ok. Et donc, toujours dans cette, du coup, c'est un peu le départ de cette activité de ce que tu appelles producteur culturel, hein, Mhm. que tu as continué, avec en particulier les No School, hein, Voilà. que tu réalises. En fait, à Dublin, j'ai aussi, dans le contexte de l'IMOCA d'ailleurs, j'avais commencé un club où j'organisais des cours d'introduction, Arduino, code, etc. Et puis on faisait des ateliers un peu aussi plus critiques et autour du voilà plein de questions de sécurité, de surveillance et autres. Et ensuite de ça, je suis venu à Paris où j'ai commencé à enseigner à Paris et est venue l'idée de relancer une sorte de hack lab mais qui soit un peu plus étendue, pas que liée à ma pratique, donc qu'on a appelé la No School avec Dasha Ilina qui est une artiste russe qui était en fait une ancienne étudiante à moi avec qui on a monté ce projet. Et donc là cette année ça va être notre deuxième, ça aurait dû être la troisième mais on a annulé avec le Covid hein, comme beaucoup de choses. Et c'est une qu'on appelle une summer school internationale avec des artistes qui explorent le numérique de façon critique et créative et qui se posent des questions sur les questions de, par exemple de maintenance, de réparation, le déchet, donc le e-waste, le déchet électronique. La première édition, on est allé visiter l'incinérateur de la ville pour voir comment les poubelles, qu'est-ce qu'il avait de nos poubelles ménagères. Donc c'était assez puissant comme expérience et voilà, cette année on recommence avec une thématique un petit peu différente qui est autour du plutôt de la consommation, un concept que j'ai appelé le retail poisoning, c'est-à-dire en fait le retail poisoning c'est inspiré une autre pratique qui est le torrent poisoning. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui était en fait une pratique qui a été initiée par des grandes multinationales comme Sony, Warner, etc., pour empêcher les personnes de télécharger de la musique, des films sur Mhm. les réseaux Ah, peer-to-peer, type en BitTorrent, tout cas, pour pourrir pour rire le pourrir les réseau. sites Voilà. qui. Voilà, torrent poisoning, c'est-à-dire empoisonner le réseau. Et je me suis dit, c'est intéressant comme pratique. Est-ce qu'on pourrait pas, nous, en tant que citoyens, en tant qu'artistes, activistes, retourner aussi notre activité contre le capitalisme et contre la consommation, donc faire des actions directement dans les magasins ou en ligne, notamment je vends des Kindle cassés sur Amazon, voilà, enfin bref, il y a des choses comme ça qui peuvent être faites en ligne. Et sinon, c'est intervenir dans des showrooms, dans des magasins avec certaines stratégies pour amener peut-être les visiteurs à sourire ou à réfléchir un petit peu sur ce que c'est que la consommation, notamment technologique. Oui, du coup, démontré par la présence d'objets incongrus C'est ou ça. détournés.
qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait se questionner plus profondément qu'on ne le fait. Et donc là, c'est 15 jours, la No School, c'est 15 jours, c'est Ouais, ça, en juillet? c'est Il reste des ça. places, on peut s'inscrire? Alors, il reste des places. On a quelques inscriptions déjà. Pas mal de gens des États-Unis parce qu'ils sont vaccinés. Ils ont la chance voilà, d'être vaccinés avant nous. Je pense que là, on vient de parler tout à l'heure avec quelqu'un qui est à Berlin. On va faire attention évidemment, prendre toutes les mesures nécessaires, mais ça sera du 28 juin au 10 juillet à Nevers, donc Nevers, petite ville de Bourgogne, à 2 heures de Paris. C'est aussi un peu le jeu de mots No School Nevers, No School Never. Mmh. Et moi, voilà, j'ai grandi en partie à Nevers, j'ai fait mes études là-bas, et c'est vrai que c'était aussi une envie de se déplacer, voilà, des grandes villes et faire quelque chose qui soit justement dans un contexte plus humain et plus détendu et plus bon marché aussi, parce que ça Oui, coûte moins cher de faire ça là-bas qu'à Paris, par pour avoir exemple. de la surface Exactement. et puis peut-être que voilà, un espace un peu plus, un peu moins métropolitain C'est ça. ou grande cité a des chances d'être, d'avoir des intérêts, en particulier en période de pandémie et de Mm. distance. Et c'est ouvert hein, en fait à toute forme de courant artistique, musical. Voilà, alors c'est beaucoup de gens qui travaillent sur l'idée d'autonomie ou de questionner les outils et les technologies qui nous entourent. Donc on a par exemple le collectif d'Innovation avec Nicolas et Maria qui eux travaillent notamment sur un projet qui s'appelle Post Growth, donc l'idée de décroissance, et ils ont fait des jeux, ils ont fait tout un tas de projets autour de ces questions-là, d'interviews aussi de chercheurs dans le monde entier sur ces questions-là. Donc, comment vulgariser un petit peu des concepts et des choses qui sont voilà autour de ces questions-là. On a des Johanna Moll, par exemple, elle travaille sur plutôt les questions de surveillance et de capitalisme. On a des gens qui travaillent sur les droits et le harcèlement en ligne, par exemple, ou l'intelligence artificielle éthique et féministe, avec Caroline Sanders. On va parler d'écologie décoloniale, on va parler d'artistes qui ont des pratiques un petit peu voilà, par exemple, il y a une artiste qui vient d'Angleterre, Louise Ashcroft, qui fait des sortes de performances et de résidences d'artistes dans des supermarchés où elle n'est pas invitée, dans des zones un peu voilà, commerciales. Donc voilà, on a des choses qui sont à la fois sérieuses, pointues, mais aussi avec un certain sens de l'humour et de la dérision, et voilà, on cherche à créer une atmosphère qui soit ouvert et propice à la création, à la recherche et à aller aux rencontres, quoi. Oui, il y a beaucoup de décalage au final qui est introduit là-dedans. Et ces décalages, finalement, dans un monde numérique où tout est ordonné, quand on change la clé-tri ou qu'on la rend non linéaire, on obtient du glitch en fait. Et le glitch, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que tu peux déjà le définir? Mmh. Tout le monde ne connaît pas forcément le terme, et tu le travailles énormément. Alors le glitch, ouais, ça veut dire glisser, quoi, hein, quelque chose qui se passe pas comme prévu. Alors le glitch, justement, je parlais au tout début de mon projet sur les poubelles d'ordinateur et les réseaux de peer-to-peer de poubelles. En fait, ce premier glitch est venu en jetant un fichier à la poubelle de mon ordinateur, et en me rendant compte que j'avais fait une erreur, j'ai utilisé un logiciel pour retrouver ce fichier, et mon fichier était glitché, endommagé. Donc je me dis, ah, mais c'est marrant, c'est comme quand on jette un truc à la poubelle, quoi. La métaphore devient vraie. Et mon fichier était érodé, quoi. Et du coup, je me suis intéressé au processus et comment le reproduire sans le simuler, parce que après, le glitch est devenu aussi une esthétique utilisée dans des clips. Kanye West a fait, par exemple, des vidéos, etc. Mais l'idée, c'était aussi de comprendre et de bidouiller le fichier de l'intérieur de la même façon dont on va faire avec du hardware, ce qu'on appelle du circuit bending. Bah là, c'est du data bending, c'est-à-dire qu'on va inverser des zéros et des 1, faire des scripts qui vont casser les fichiers de manière un peu délibérée, pour avoir des résultats inattendus et qui sont liés au type de compression, au format, etc. Donc c'est des boîtes noires dont on n'a pas forcément les clés. Et là, bah, c'est une façon un peu de gratter la surface et de voir ce qui s'y passe. Et ça a tendance, l'idée du glitch, c'est aussi quelque chose qui révèle finalement un système, ou quelque chose qu'on ne voit pas normalement. Et en tout cas, c'est ce qui m'intéresse moi dans le sujet.
Et pareil, dans cette idée de révéler ce à quoi on s'habitue trop facilement peut-être, hein, tu travailles aussi sur la surveillance et la surveillance urbaine par les caméras en particulier, avec différents projets. Est-ce que tu pourrais Mhm. approfondir ce point? Ouais, alors ça a démarré. C'est à la fois une sorte de double surveillance puisque j'allais être papa et du coup mes pubs et mon internet a commencé à changer, les pubs, les suggestions d'articles, etc. Et je suis tombé sur un article d'une femme, jeune femme américaine qui avait un moniteur pour bébé vidéo. Et au lieu de recevoir l'image de son bébé, elle recevait des images de la NASA. Donc je me suis dit, ah ça c'est intéressant, j'aimerais bien C'est pas mal. faire ça aussi. Tu préférais avoir des images de la NASA que de celles Eh de ben, ton c'était bébé, mon toi? point de départ. Moi, je voulais hacker la NASA aussi. Mais bon, en faisant des recherches, voilà, j'ai appris ce que c'était que la vidéo en 2,4 GHz, donc des fréquences de transmission audio et vidéo assez proches les fréquences du Wi-Fi, par exemple, et qui sont en fait utilisées, alors qui étaient, je devrais dire, parce que c'est une technologie qui est plus ou moins obsolète, mais qui était assez répandue à une époque parce que bon marché et utilisée pour de la surveillance, alors de boutique, mais aussi personnelle chez des gens, etc. Donc Mais plutôt j'irais en circuit fermé, en fait, en pour des bah, surveillances. c'est censé être un circuit fermé, mais en vrai c'était ouvert puisque avec un récepteur, et j'en ai trouvé un qui me permettait d'enregistrer avec une carte SD ce que je recevais. Je pouvais scanner 4 fréquences en me promenant dans les rues, donc j'ai fait ça un peu partout en Europe et j'ai enregistré quelques pas des heures, mais pas mal de vidéos. Voilà, dans des magasins, dans la rue, à l'intérieur de maisons parfois. Et ça m'a amené à vouloir révéler en fait ce système-là. Et donc je suis allé vers ce que j'appelle une sorte de street art numérique où je plaçais dans la rue des boîtiers un peu renforcés, métalliques, avec des écrans qui me montraient ben, l'image de la caméra en temps réel, quelque part autour d'où vous étiez. Donc ce qui était une façon de rendre visible ce que les gens essayent en plus souvent de surveiller, mais en fait font un broadcast, quoi, je sais pas comment, une diffusion de ces images, alors qu'en fait c'est censé être un truc de protection. Et le pire, c'est quand c'est des enfants, puisque ça sert aussi à filmer des bébés, quoi. Mm, mm. Et un autre point qu'on n'a pas encore abordé, c'est celui dans lequel tu vas euh, finalement, on va retrouver ton nom, hein, enfin ton pseudonyme, Recyclism, et tu vas réveiller en fait des objets morts, comme tu as créé avec Jérôme Sinclair, si je ne m'abuse, Mhm. le Internet of Dead Things Institute, et tu vas réveiller en fait des vieux Minitel, hein. Mhm. Alors en fait, moi depuis bah, assez longtemps, après les projets de workshop, notamment à partir de déchets électroniques, donc les e-waste workshop, j'ai commencé une série de projets qui s'appelle Refunk Media, donc qui est une installation à partir de tout un tas d'appareils obsolètes connectés les uns aux autres, ce qu'on appelle justement du circuit bending, mais vraiment avec cette idée de réseau interconnecté où on mélange le signal son, vidéo, il y a des moteurs, il y a des choses qui bougent. Donc ça fait une ligne voilà, d'objets pseudomorphes ou obsolètes qui se mettent en vie, en action et qui créent une sorte de boucle audiovisuelle. Moi, j'aime bien l'analogie de sampling, mais sampler du hardware, quoi, plutôt que sampler du Mhm, son. Et de ça, j'ai utilisé pas mal de Minitel dans l'installation qui sont hyper intéressants à circuit bender, c'est-à-dire qu'il y a une puce qui génère les caractères graphiques. Et si vous faites des courts-circuits sur cette puce, le Minitel va se mettre à générer des textes et faire des trucs incroyables qu'il était absolument incapable de faire à l'époque. Parce que ça va beaucoup plus vite, parce qu'il se passe des trucs, on ne sait mhm, pas vraiment. Il y a un côté un peu magique dans le circuit bending que j'aime bien. Et Jérôme, lui, de son côté, il faisait le Dead Minitel Orchestra, donc des performances en utilisant le Minitel comme interface pour faire du live coding. Donc on le voyait voilà, taper du code en utilisant l'écran et clavier du Minitel avec un Raspberry connecté derrière. Et donc l'idée nous est venue de développer ça en un système d'exploitation, donc Minitels, le système d'exploitation Minitel, qui permet de connecter avec un câble qu'on a fait derrière, qui nous permet de connecter donc un Raspberry, donc un ordinateur monocarte un peu équivalent d'un téléphone portable, on va dire, qui permet de contrôler l'écran, donc d'afficher des images et lire le clavier. Donc quand les personnes touchent le clavier, sans modifier donc le Minitel, mais en le réutilisant bah, finalement comme il était utilisé à l'époque, c'est-à-dire comme un terminal où on peut accéder à des contenus et taper, etc.
On a rajouté aussi du son, puisqu'il n'y avait pas de son à l'époque. Et donc, on a une Mhm. interface avec des numéros, quoi, un kiosque, où on peut choisir des applications. Alors, on a mélangé des choses qui sont des choses qu'on a récupérées, qui existent dans le terminal. Par exemple, on a un Tetris, on a des jeux comme ça. Puis après, on a fait aussi, Jérôme, par exemple, a développé un Paint, donc, enfin, qu'on a appelé Peinture, qui est un petit outil pour dessiner en ASCII, quoi, sur le Minitel, et faire des petites images. Et l'idée, c'est qu'on est en train de développer ce projet à la fois en un livre qu'on espère sortir là dans les mois qui viennent avec des contributeurs qui viennent de différents domaines sur justement la question d'archéologie des médias dont on parlait. Donc voilà, une forme d'étude historique des technologies par le hardware. On a des gens qui travaillent sur l'idée de souveraineté technologique et d'objets connectés. On a voilà, une sorte tout un tas de contributions et une partie sur le projet qu'on espère voilà sortir avant l'été si tout va bien. Et on le présente ce projet comme dans une sorte de mini store, quoi, comme l'Apple Store où il y a les Minitel sont installés et les personnes peuvent tester, jouer avec, voilà. Et Et on aimerait bien. Oui, pardon. est-ce qu'il y aura des genius pour C'est ça, accueillir les c'est le bar des clients? génies. C'est le bar des génies. Et on espère aussi inviter d'autres contributions. Donc on est assez ouvert. D'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse, qui nous écoutent, d'intégrer des projets en fait dans l'interface, puisque en gros c'est un terminal avec une résolution très D'accord. limitée. Et vous diffusez le code ou c'est assez facile à installer ou? Alors, on est en train donc de développer, de finir, de le rendre un peu plus stable, de le finir, et à terme sur notre site, on pourra télécharger les instructions et le système, etc. On va aussi le vendre entre guillemets à bas coût, mais disons le câble et puis tout le Mhm. dispositif prêt pour les Kit, gens qui n'ont quoi. pas forcément envie de voilà de faire toute la démarche. Et on espère aussi sortir ça à peu près au moment du livre pour que voilà. L'idée c'est que il y avait des millions et des millions de Minitel, il y en a encore plein partout en France et que finalement ils peuvent servir. Je sais que moi, à un moment, je l'avais chez moi, je m'en servais pour faire le streaming radio. Ça va super vite parce que comme c'est une interface sans graphique, on rentre sur les pages de streaming directement avec une touche et hop. Donc c'est vrai que ça peut être un outil aujourd'hui. Et par rapport au projet, moi qui était plus, on va dire, de l'ordre de la sculpture et de l'expérimentation du hardware comme matériau brut, on va dire. Là, on est dans quelque chose entre le fonctionnel et l'artistique parce qu'on notre idée, ouais, c'est de développer après d'autres projets sur d'autres technologies en les reconnectant à Internet ou en les remettant en fonction aujourd'hui, une sorte de upcycling numérique, quoi. Et donc si je suis collectionneur de Minitel, je prends contact avec Ouais, toi ou avec Jérôme c'est et, ça. C'est j'apporte ma pierre. iod.re, c'est notre site. Donc vous pouvez trouver là pour le moment les infos. On n'a pas, voilà, tout n'est pas encore publié. On essaye en fait, il faut que le projet soit un peu plus stable. On est encore dans le prototype, mais l'idée c'est qu'après voilà, ça puisse être open source et partagé par le plus grand nombre, quoi. Mhm. Dès que vous aurez un peu de stabilité, comme tu le disais, C'est ça. Et en pour gros, pas. il est pas le projet ouais, faut qu'on le finisse, qu'on rajoute des options, par exemple, pour pouvoir le mettre à jour à distance, des choses comme ça. Enfin, mais disons qu'on a un prototype fonctionnel et qu'on a envie voilà, de rendre. Puis après, le rendre open source, c'est pas juste le publier, quoi. Il faut le documenter. Donc l'idée, c'est aussi de rendre ça pas juste accessible, mais utilisable et clair, etc. Donc voilà, on travaille là-dessus en ce moment. Ouais, ça- je pense que ça peut intéresser pas mal de monde, hein. On s'est croisés à plusieurs reprises, mais dans d'autres univers, dans des univers de la recherche et de l'enseignement. Il y a il y a des écoles d'ingénieurs très respectables qui acceptent des saltimbanques comme nous. Mhm. Et c'est aussi une part de ton activité qui est assez importante, hein. Mhm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, hein? Bah, ouais, là, je donne des cours dans, je sais pas, un certain nombre d'universités, enfin d'écoles, entre des écoles de design, des écoles
d'art. Aussi là, j'étais à Nevers justement dans l'école d'art appliqué avec des élèves. Donc voilà, ça fait partie de mes activités. Ça soit les workshops, on va dire là par exemple que je viens de faire récemment, un peu d'introduction, de découverte et de réflexion autour des technologies, ou des choses plus conceptuelles, notamment le retail poisoning dont je parlais, donc où je vais dans des festivals. Là, c'était un festival de street art en Allemagne où on allait après dans les magasins intervenir sur 2 jours. Donc c'était rajouter des cartes dans les appareils photo pour qu'ils jouent des films en fait là où ils sont en présentation dans le magasin. On avait rajouté des gifs animés qui disaient qu'ils étaient fabriqués pour casser, made to break. On mettait des faux produits dans les rayons, des autocollants sur les écrans pour faire croire qu'il y avait des pixels cassés. Enfin, voilà, ce genre de petites interventions. Donc ça, j'aime bien aussi parce que c'est une façon d'explorer la recherche autour de concepts ou de projets au-delà de ce que moi je peux en proposer, quoi. Comment les autres peuvent s'approprier le truc. Je l'avais fait aussi avec des élèves où certains avaient fait des tampons pour bloquer les publicités dans les journaux gratuits. Donc c'est une sorte de ad blocker géant physique, quoi, Physique. voilà. Donc ils avaient fait des tampons à la largeur des grilles du journal, donc ça tombait toujours pile. C'était une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Donc c'était bien. D'accord. Il faut faire la même chose pour les panneaux d'affichage du métro. Voilà, alors là, C'est il y avait une élève qui avait fait ça aussi, c'était assez chouette à l'ENSI, où elle s'était habillée, où c'est avec ses tenues tout noires, là où on voit plus la personne, et elle avait des stickers sur les mains avec le logo de Adblocker, et elle suivait quelqu'un dans la rue en lui empêchant de voir et de regarder les publicités autour. Donc voilà, comme je dis, moi souvent, par l'humour, on peut faire passer beaucoup de choses, et même parfois sur des sujets quand même sérieux, et c'est une façon ouais, de s'amuser avec les problématiques qui sont notre quotidien, et sans non plus rentrer dans les formes de dépression. Je sais j'avais une élève qui avait de- travaillé là-dessus sur les journalistes notamment qui travaillent sur les questions d'environnement finissent souvent en dépression parce que personne ne les écoute et qu'ils sont au courant de trop de choses. Et c'est vrai que on peut avoir quand on est très critique de l'outil et des choses avec qui on travaille, ça peut parfois être paralysant. Il faut savoir, voilà, s'en Oui, amuser. quand on se confronte à l'ampleur et à l'imminence ou la présence en fait des conséquences, C'est ça. on est atteint de ce que parfois certains appellent la solastalgie, Mhm. qui est cette dépression écologique, Mhm. et où on peut aussi avoir des formes d'agressivité. Et c'est vrai que Mhm. tout ce que en introduisant des décalages ou l'idée d'une réparation ou d'un réusage possible, Mhm. ça peut être une voie pour éviter en fait le cynisme, ou le C'est désespoir, ça. hein. C'est ça. Non, il faut. Et puis après, c'est vrai que ce qui est considéré recyclage, souvent, c'est de l'extraction, en fait. C'est une autre forme d'extraction. On va extraire de l'or, du plomb, du cuivre et autres des circuits. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours milité pour dire, mais attendez, il y a plein de choses à faire encore avec ces vieux appareils qui sont utilisables sur d'autres formes, d'autres fonctions, ou en tout cas en partie, on peut récupérer un certain nombre de choses plutôt que de simplement les broyer pour en extraire avec des produits chimiques encore plus de matériaux. Donc c'est vrai que l'idée de recyclage créatif et critique, c'est hyper important, et je pense que c'est une voie sur plein d'autres domaines, en fait, sur plein d'autres. Là, par exemple, j'ai vu une femme en Afrique qui fait des briques à partir de plastique et de ciment mélangé pour recycler des tonnes de plastique d'emballage, etc. Enfin, il y a plein de façons je pense, se réapproprier les ressources. Enfin, c'est une question de, voilà. Moi, j'ai toujours fait attention de ne pas ramener des ressources dans le travail que je produis. C'est des choses qui sont là, souvent abandonnées ou méprisées. Et du coup, bon, même si il y a une forme voilà, on utilise de la matière, mais c'est une matière qui est là, quoi. On n'essaye pas d'en rajouter le moins possible, quoi. Et ça évoque en fait la question de la valeur, hein, et de la valeur qu'on donne aux choses, aux objets, ou qu'on leur enlève, hein. En ce moment, dans le domaine artistique, il y a la question des NFT, donc des jetons non fongibles Ouais, de chaînes de blocs. ouais. Est-ce que c'est un point que toi, tu as commencé à regarder? Tu as un regard là-dessus particulier? Tu as des envies de glitch là-dessus?
Alors, ça envahit mon Twitter, donc je ne peux pas l'ignorer du tout. Surtout, spécialement les Américains. Enfin, il y a vraiment une sorte de division entre les pays où il y a des politiques culturelles et de l'argent un petit peu pour la culture, et les pays où ils sont complètement autonomes et laissés pour eux-mêmes, où c'est vrai que le discours est pas tout à fait le même. Alors moi, faut dire que le blockchain et le Bitcoin, etc. Alors je m'y intéresse depuis les débuts, un peu de loin. Il y a des aspects que je trouve intéressants sur les décentralisation, etc. Mais c'est vrai que tout le système est basé sur des principes de calcul mathématiques et a été dévoyé dans des serveurs qui consomment des quantités d'énergie monstrueuses. C'est-à-dire que là, le Bitcoin, je crois que c'est l'équivalent des Pays-Bas hein, maintenant. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire on va faire un JPEG qui va être attaché à un blockchain qui va durer à vie, quoi, ce truc va consommer de l'énergie toute sa vie. Et puis là, ça s'est enflammé. On voit le côté spéculatif, et un peu pyramidal du système. Donc c'est toujours, même si je pense que voilà, il y a des artistes, il y a des gens qui ont travaillé sur ces questions-là depuis le début et il y a des choses intéressantes à en dire. Mais après, c'est vrai qu'un système qui fonctionne sur le calcul, donc l'électricité, donc l'énergie, même si on va utiliser du renouvelable, bah, c'est du renouvelable qu'on va utiliser pour ça et pas pour autre chose. Moi, je suis voilà assez. En tout cas, on a à la No School, on va en parler un petit peu parce qu'il y a une artiste, enfin une invitée, Rachel O'Dwyer, qui est plutôt une chercheuse d'ailleurs et qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là et qui a écrit sur le sujet il y a longtemps. Et je pense qu'elle va nous éclairer un petit peu sur les questions parce que je suis pas du tout spécialiste. Mais c'est vrai que c'est un petit peu, on se pose quoi, enfin l'idée en plus d'unique, d'œuvre unique à partir du moment où c'est un JPEG. Ils ont même pas pris des fichiers de format un peu intéressants quoi. C'est JPEG quoi. C'est même pas du TIFF ou je sais pas du RAW au moins, j'en sais rien. Donc ouais. Après, c'est vrai qu'il y a eu, je suis pas d'accord sur il y a des attaques très personnelles qui se font sur les réseaux, sur les gens qui participent et ceux qui participent pas. Et il y a une espèce de voilà de confrontation entre, il y a un côté un peu éthique du truc qui devient un peu fort et qui polarise, je crois. Mais c'est vrai qu'on peut pas ignorer l'aspect énergétique de tout ça, quoi, et qui est quand même et le côté très spéculatif et très volatile et qui correspond pas du tout moi à ce qui m'intéresse personnellement. C'est que voilà, on est plutôt dans l'idée d'aller re- repenser nos façons de consommer, de vivre et de faire les imaginaires autour des technologies vers des choses voilà peut-être plus en accord avec l'humain et l'environnement. Et c'est vrai que là, je crois pas que le Bitcoin soit vraiment dans cette direction. Ça se dirige. Mais après, bon, je peux il y a sûrement des évolutions techniques qui peuvent peut-être réduire un peu cette empreinte carbone, mais c'est vrai que là, on est. Après, je sais pas, il faudrait vérifier les sources, mais moi, ce que j'avais vu comme graphique récemment, c'est que ça consommait autant que la moitié de tous les data centers de la planète. Donc, on se dit, là, ça commence à. Enfin, c'est pas possible, on peut pas continuer avec quelque chose comme ça et qui en plus, va faire que grandir, en fait. Il n'y a pas de. il y a- Alors, c'est vrai que je pense que comment créer les Visa, Mastercard et autres, ils doivent utiliser pas mal d'énergie aussi hein, pour tous leurs data centers, ça c'est évident. On n'a pas trop ces chiffres d'ailleurs, mais ouais, je vois pas trop là une sortie de ça technique en tout cas qui soit, enfin, à moins de repenser Peut-être complètement le truc. Ouais. peut-être qu'après la No School Never de cette année, tu trouveras une solution pour court-circuiter tout ça. Ouais. Si des personnes qui écoutent cet épisode veulent suivre ton travail ou prendre contact avec toi, c'est quoi Bah, les moyens les plus simples? ouais, bah je dirais, bon, bah mon site, donc c'est Recyclism, donc recyclisme, sans E à la fin, .com. Après, bah pareil pour Twitter, Instagram, etc. hein. J'utilise ces réseaux parce que voilà, pour notamment la No School, c'est une bonne quand même. Ça reste une bonne façon de contacter les gens, même si là on a remarqué par exemple cette année que Facebook est un cimetière. Il n'y a plus personne. Je crois que ça y est, c'est fini. Je crois que c'est copain d'avant maintenant d'ailleurs. Bon, faudrait le rappeler, le renommer. Mais bon, sur Instagram, les gens nous suivent un peu et c'est comme ça qu'on arrive à contacter des gens voilà d'un peu partout parce qu'on a des gens du Brésil, on a des gens de l'Uruguay, on a des gens de vraiment partout qui nous contactent et ça c'est aussi ce qu'on essaye d'avoir, c'est vraiment de la diversité dans les personnes qui viennent quoi.
Et si on veut voir tes objets en vrai, il y a des Alors, expos, des bah, choses comme ça? malheureusement, la crise là du Covid a un petit peu stoppé toute présentation publique. Alors, on prépare une expo là avec les Mintel en Pologne et pour la biennale WRO, W-R-O, mais on n'est même pas sûr de nous-mêmes y aller quoi. Donc on va voir si c'est une possibilité. Et c'est vrai que là, tout de suite, non, j'ai pas beaucoup de projets d'expo parce que bah, malheureusement, la plupart des lieux d'expo ont fermé ou sont en attente, etc. Les budgets sont. Enfin, c'est vrai que ça a été vraiment une année difficile, je pense, pour tous les artistes. Moi, voilà, comme on en parlait, j'ai la chance aussi de donner des cours, de faire d'autres choses. Donc, mon activité n'est pas cantonnée à une chose. Mais bon, la No School, on a dû l'annuler. Donc c'est vrai que cette année, on est optimiste qu'on puisse le faire et que ça se passe bien. Donc ça sera aussi pour le moment, on n'est pas dans l'optique de ouvrir au public, même si au départ, on a prévu le dernier week-end, donc le 9 et le 10, comme des événements publics avec des conférences, une expo de ce que les gens ont produit à Lion School, des concerts. Alors, si les choses évoluent, on pourra être ouvert, et donc ça sera à Nevers les 9 et 10 juillet. Mais bon, il faudra nous suivre et voilà, on verra l'évolution des choses d'ici le mois de juillet. Moi, je pense que je suis assez confiant et donc voilà, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a aussi et qui n'ont pas forcément envie de faire les 2 semaines, il y aura potentiellement moyen de venir à la fin, voir un peu comment ça s'est passé, rencontrer les gens et puis bah, venir boire un verre, quoi. Ah ben, on va essayer de on y croit et puis on va essayer de venir, Voilà, hein, c'est ça. en tout cas, on te souhaite, beaucoup, beaucoup de succès et puis, Bah, bah, merci. merci pour avoir participé, Benjamin Golon. Bah, merci. Merci encore pour l'invitation.